Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Dans les histoires de super-héros, j'ai toujours trouvé que le type le plus intéressant, c'était pas Captain America, mais Ant-Man, l'homme-fourmi. Pas seulement parce qu'il est joué par Paul Rudd, un acteur qui me fait ricaner comme un adolescent, mais plutôt parce que c'est un super-héros qui s'ignore. En fait, il ne devient un super-héros que quand le monde entier comprend qu'il en est un. En fait, c'est un type que tout le monde prend pour un loser jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il est un membre essentiel de l'équipe des Avengers. Je crois que c'est un peu pareil pour le sol. On n'y pense jamais, on marche dessus, et puis c'est tout. Pourtant, quand on parle de changement climatique, le sol, c'est un super-héros dont personne ne loue les exploits. Il stocke du carbone, il rafraîchit l'air, il dépollue l'eau, permet la biodiversité et la production agricole. Bref, c'est un de nos meilleurs alliés dans la bataille climatique, et on n'y pense pas très souvent. Moi, j'ai grandi en ville, et donc j'ai longtemps eu un rapport assez distant vis-à-vis de cet amas de terre situé sous nos pieds. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est que le sol, si on le traite bien, peut être un morceau crucial de la solution pour faire face au changement climatique, mais qu'aujourd'hui, il participe aussi à la dégradation du climat en étant responsable d'une partie des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi les sols sont-ils si importants quand on parle du climat ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur eux, et donc sur notre avenir ? Et surtout, comment faire pour les protéger et en faire des alliés ? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur Humaine. Marc-André Sellos est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, microbiologiste et auteur de nombreux ouvrages, dont L'origine du monde, publié chez Actes Sud, sous-titré « Une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent ». Et lui, il aime bien rappeler que ce n'est pas le sol qui vit sous nos pieds, c'est aussi nous qui vivons dans sa banlieue. Bonjour Marc-André Sellos. Bonjour. Alors si on commence par le début, quel rôle jouent les sols dans le réchauffement climatique ? Est-ce qu'ils sont plutôt des outils pour capter du carbone ou est-ce qu'ils sont plutôt des émetteurs de carbone ? Alors moi, je viens d'apprendre plein de choses sur les super-héros et je sais qu'il y a toujours aussi ces super-héros qu'on n'aime pas ou avec qui on n'a pas été sympa et qui deviennent des super-méchants. En fait, le sol, ça peut être un super-héros, un super-méchant, et vous savez quoi ? C'est à nous de décider. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la main sur le thermostat, les sols, ils font partie de ce qui fait l'effet de serre sur Terre. Donc, ils font partie des producteurs de gaz à effet de serre de deux grandes façons. La première, c'est que toute la matière organique morte qui tombe au sol, ou qui est dans les sols, celle des racines par exemple, cette matière organique est lentement respirée par les sols, avec de l'oxygène qui vient de l'atmosphère, et donc il y a du CO2 qui sort, ce sont les producteurs de CO2. Alors, qu'est-ce que c'est que la respiration du sol ? Entendons-nous bien, c'est juste qu'il y a des organismes vivants dans le sol, des champignons, des bactéries, des amibes, des vers de terre, des collemboles, les racines des plantes. Et toutes ces choses-là utilisent de la matière organique pour vivre, comme nous, en respirant. La plupart du temps à l'oxygène. La deuxième chose, c'est que dans certaines conditions, les sols sont inondés et l'oxygène rentre mal. Alors vous allez me dire, sans oxygène, on ne peut pas respirer. Et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment un truc d'organisme de la surface, qui a l'habitude d'avoir de l'oxygène partout, et qui n'imagine pas la diversité, l'extraordinaire diversité de façons de vivre et de modes de vie et d'organismes vivants qu'il y a dans le sol. Dans le sol, il y a des organismes qui respirent sans oxygène. Alors vous allez me dire, la belle affaire, comment font-ils ? Ils respirent au fer, ils respirent au sulfate, ils respirent au CO2. Alors ça, c'est marrant parce que pour le coup, c'est une respiration assez inattendue, ça utilise le produit habituel de la respiration, mais cette respiration au CO2, elle donne du méthane. Alors ça, c'est un point qui est important, Marc-André Sellos, parce que le méthane, c'est un gaz bien plus réchauffant pour la planète que le CO2, tout comme un autre gaz qui n'est pas très connu, mais qui a un pouvoir réchauffant énorme, qui s'appelle le protoxyde d'azote. Ça, le méthane et le protoxyde d'azote, effectivement, c'est pas des inconnus dans l'effet de serre, ils sont respectivement 50 fois et 230 fois plus efficaces que le CO2 dans l'effet de serre. Donc, même quand il n'y a pas de respiration à l'oxygène, le sol peut produire des gaz à effet de serre. Exemple d'une rizière, par exemple, ou d'un sol du bassin aquitain, irrigué et on a mis du nitrate. Oui, on voit bien que ça, c'est le sol qui émet du carbone, mais le sol, c'est aussi une grosse capacité de stockage de ce carbone. Ce stock de carbone, c'est quand il y a de la matière organique dans le sol, elle va être respirée. C'est comme ça que finit la matière organique du sol. Mais ça prend 10 ans, 20 ans, 100 ans, 500 ans. Même dans certains sols d'Europe centrale, on a des datations carbone 14 qui nous disent 10 000 ans. Ça veut dire que quand on met de la matière organique, le carbone qui est dedans, il va revenir sous forme de CO2 dans l'atmosphère, mais dans un sacré temps. Et ça fait que le sol peut stocker le carbone. Et donc, plus on a de carbone dans les sols, sous forme de matière organique, moins on a de CO2 dans l'air.
Et là-dessus, on peut agir de plusieurs façons. Si vous labourez, vous aérez le sol, vous augmentez la respiration, et nos sols européens ont perdu 50% de leur matière organique depuis les années 50. C'est-à-dire qu'on a libéré du CO2 qu'on a renvoyé dans l'atmosphère alors qu'il était dans le sol. Avec un labour facile, pas cher, parce que l'essence n'était pas chère, on a aéré le sol. Bon, ça tue pas mal la vie du sol, mais les bactéries, elles survivent, et elles respirent plus, et elles ont libéré du CO2. Et la moitié de la matière organique des sols d'Europe, depuis les années 50, a disparu. Inversement, si vous mettez des engrais sous forme de matière organique, si vous apportez des résidus de tonte, des bois raméaux fragmentés, vous savez, c'est les bois qu'on coupe sur les haies, qu'on fragmente en petits morceaux, vous ramenez ça dans le sol, ça va y séjourner un certain temps, ça va stocker du carbone. Et voilà. Donc vous voyez qu'il y a les deux, il y a le cheval blanc et le cheval noir. C'est le principe du thermostat. Je le tourne à droite, c'est plus chaud, je le tourne à gauche, c'est plus froid. À nous de tourner le thermostat dans le bon sens, mais clairement, l'un des truchements que nous avons pour manipuler le climat, c'est le sol. Mais alors aujourd'hui, l'ordre de grandeur, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que le sol, il est plus émetteur ou il participe plus à stocker du carbone? Eh bien, c'est là que c'est la catastrophe, c'est qu'avec le labour, on l'a dit, on a tendance à le faire respirer, donc il émet du CO2. On ne met plus de matière organique dans les sols, puisqu'on amène les engrais sous forme minérale, et puis on récolte régulièrement les parties aériennes des plantes, c'est pour ça qu'on cultive. Donc dans les sols agricoles, on stocke plus de carbone. Par contre, il y a des sols qui stockent du carbone aujourd'hui. Les sols forestiers, par exemple, parce qu'il fait plus chaud et qu'il y a plus de CO2 dans l'air, ils font plus de photosynthèse, il y a plus de feuilles mortes, et eux, ils stockent entre 0,1 et 1% de matière organique en plus chaque année. Mais le bilan, c'est que surtout avec l'agriculture, qui occupe la majeure partie du territoire, c'est 66% de notre territoire, l'agriculture en France, on a tendance à faire des sols plutôt des émetteurs de protoxyde d'azote quand on irrigue et qu'on met des nitrates, de méthane et surtout de CO2. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que le changement climatique, il est déjà là et il a déjà un impact sur la capacité de certains sols à stocker du carbone. Ils en stockent moins qu'avant. On en avait parlé ici avec la glaciologue Heidi Sévestre, quand on avait parlé justement de la fonte des glaciers. On avait parlé du pergélisol, ce sol qui reste normalement congelé toute l'année et qui est donc fait de matière organique qui ne bouge plus. Avec le changement climatique, les pergélisols fondent. Et vous faites une espèce de boue riche en matière organique qui produit du méthane. La fonte des pergélisols, c'est quelque chose de terrible. Si tous les pergélisols libéraient la matière organique, la température monterait, rien qu'à cause d'eux, de 2 à 12 degrés selon les estimations. Et le processus est commencé, puisqu'il commence à fondre, il commence à émettre du méthane. Donc les sols se transforment en bombes à retardement. Et puis les sols des tourbières et des toundras boréales, alors là, c'est 3% de la surface du globe, mais c'est 75% du carbone stocké dans le sol. C'est vraiment le stock de carbone dans le sol. Eh bien, aujourd'hui, avec le changement climatique, il commence à brûler. On a ces fameux feux zombies qui couvent sous la neige en hiver et qui se réveillent en été et qui font que, par exemple, les tourbières de Russie ont émis l'équivalent du CO2 émis par la Belgique l'an dernier. Et donc, aujourd'hui, les sols sont en train de devenir, effectivement, font partie de ces phénomènes de bascule et d'auto-entretien du changement climatique qui fait que le changement appelle le changement. Et il faut vraiment redresser la barre parce que, clairement, ce sont, si on les traite mieux, des agents de stockage. Alors, je voudrais revenir quand même sur la question agricole que vous avez évoquée. Pourquoi est-ce que nos pratiques agricoles ont un impact si important sur les sols? Parce qu'elles ne sont pas du tout pensées pour le sol. Elles sont pensées pour faire des plantes. Vous amenez des engrais, les plantes poussent mieux. Vous labourez, alors c'est bien parce que ça aère le sol, l'eau rentre mieux, mais vous perturbez la vie du sol et puis vous forcez la respiration du sol, donc il émet du CO2. Mais on n'arrive pas du tout à voir la plante dans son écosystème et à voir que chaque geste, il peut avoir un effet sur la plante, mais il a des effets de bord sur tout ce qui l'entoure parce que la plante, elle est dans un écosystème, elle est en relation avec tout un tas d'autres organismes. Et en particulier, finalement, la façon de gérer la plante, c'est une façon de gérer le climat. Et de fait, cette agriculture qui est mauvaise pour le climat, elle est bonne pour la quantité d'aliments produits. C'était son cahier des charges d'ailleurs, nourrir l'humanité. En fait, quand on regarde les émissions de l'agriculture en France, c'est 18% de nos émissions de gaz à effet de serre. Moi, j'étais surpris d'apprendre dans votre livre que, en fait, c'est une grande partie des émissions de l'agriculture, c'est le sol. Oui, alors, c'est entre un tiers et la moitié, ça dépend des pays. Nous, on est plutôt sur le tiers. Les deux autres tiers, c'est les combustibles fossiles utilisés pour l'agriculture et puis aussi les émissions des ruminants qui émettent du méthane. Mais chez nous, en France, 80% des émissions de protoxyde d'azote, ce fameux gaz à effet de serre qui est 230 fois plus efficace que le CO2, c'est les sols agricoles.
En vous écoutant, la question que je me pose, c'est l'effet du changement climatique sur les sols, parce qu'on voit bien le rôle qu'ils peuvent jouer dans le climat. Ils peuvent émettre du carbone, ils peuvent être des stocks de carbone, mais eux aussi, finalement, ils sont victimes du réchauffement climatique. C'est quoi l'impact du climat sur les sols ? Alors, il y a un article qui est sorti là, il y a quelques semaines, qui montre que quand on soumet des sols à des sécheresses comme il y en a tous les ans, les organismes reprennent leur vie très vite. Si on les soumet à des sécheresses comme il y en a tous les 4 ans, ça reprend très vite aussi. Non seulement la diversité des organismes, mais toute leur façon de vivre et qui contribue à faire les sols et qui contribue à faire le climat, tout ça reprend très bien. Si vous soumettez à une sécheresse centennale, la première fois, ça va plus ou moins, et si vous répétez ça 3 fois de suite, là, ça va plus du tout. Donc en fait, on est dans une situation où aujourd'hui, on est encore dans la zone où les sols sont résilients par rapport au changement climatique. C'est-à-dire qu'ils reprennent assez vite. Mais, petit 1, on va de plus en plus avoir des changements qui sont rares et auxquels ne sont pas adaptés les organismes du sol, et là, la résilience va être moindre. Et puis, petit 2, il y a tout un tas d'organismes des sols qui sont branchés sur les plantes, parce qu'ils vivent de ce que sécrètent les racines. Ces organismes-là, quand les plantes souffrent, et elles, par contre, elles souffrent plus directement, ils commencent à souffrir. Donc disons que pour l'instant, les sols, ils sont un peu protégés parce que dans le sol, les températures varient moins vite, l'eau est bien retenue, mais ils commencent à souffrir un petit peu, et notamment la fraction de la vie du sol qui est connectée aux plantes, parce que les plantes, elles, comme elles sont dehors, elles souffrent beaucoup plus. Alors, on a déjà parlé dans cette discussion du défi de changer de modèle agricole. C'est un sujet dont on a déjà parlé aussi dans ce podcast, notamment avec Nicolas Bricasse dans un épisode consacré à l'agriculture. Mais j'aimerais bien qu'on s'arrête encore sur ce sujet parce qu'il est important et moi, je ne le comprends pas toujours très bien. Finalement, c'est quoi qui pose le plus de problèmes pour les sols dans nos pratiques agricoles actuelles ? Beaucoup de choses à vrai dire, mais ce qui est pernicieux, c'est que c'est des problèmes à long terme. À court terme, toutes ces pratiques, elles optimisent la production de nourriture. Mais vous mettez des pesticides dans les sols, ça abîme la vie des sols. Alors, désolé d'en parler, parce que c'est un sujet qui est épineux. Le glyphosate, par exemple, est très très mauvais pour les vers de terre. Il est aussi très mauvais pour certains champignons, notamment ces champignons dont je parlais tout à l'heure et qui nourrissent les plantes. Donc, il y a le problème qui est celui des pesticides qui finissent au sol. Et d'ailleurs, une méta-analyse récente de tout plein de travaux montrait que le sol fait un bon boulot par rapport aux pesticides. Il en bousille 80%. Sauf qu'il en reste qui vont s'échapper dans les eaux. Vous savez que toutes les eaux viennent des sols. Donc on retrouve ça dans les nappes et dans les rivières, c'est pas étonnant, ça vient des sols. Gros 7%. Et puis il y en a 10% qui restent sous forme de résidus de pesticides dans les sols et qui ne sont pas évacués dans la première année. Il y a le labour, dont on parlait tout à l'heure, qui détruit physiquement les champignons du sol, les racines, c'est pour ça que ça désherbe. Et qui va, en amenant de l'oxygène, aider les survivants, qui sont les bactéries, à respirer plus et entraîner des pertes de matière organique terribles, avec en cascade le fait que les sols ne sont plus autocohérents, donc qui s'érodent plus, qui retiennent moins l'eau et qui stockent moins de carbone par rapport au climat. On a parlé aussi d'intrants comme les engrais azotés, phosphatés, qui sont minéraux. Au passage, le phosphate est contaminé par du cadmium, le phosphate minier. Et le cadmium, vous et moi, on en mange 1,4 fois la dose limite recommandée par l'OMS. Pourquoi ? Parce que ça rentre dans les plantes qu'on cultive et ça fait que 47% d'entre nous sont en surdosage de cadmium. Ça explique en partie l'augmentation vertigineuse, plus de 3% par an, des cancers du pancréas. Et tout un tas d'autres problèmes hépatiques et rénaux. Donc, il y a tout plein de problèmes qui, quand on prend du recul et sur le long terme, sont posés. Alors, vous allez me dire, c'est bien tous ces problèmes, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on doit fertiliser autant que possible avec de la matière organique. Donc ça veut dire fertiliser avec de la matière organique, c'est-à-dire qu'on utilise les résidus de la production agricole pour fertiliser les sols. C'est là que les résidus de l'élevage étant intéressants, c'est pour ça que l'élevage n'est pas que négatif pour l'effet de serre. Bien sûr, les grands ruminants et les bovins et les ovins émettent du méthane, mais d'un autre côté, ils broutent des prairies. Et quand ils broutent, les racines meurent en dessous, mais c'est de la matière organique qui est piégée dans le sol. Les prairies sont de gigantesques stockages de matière organique. Donc ils compensent un petit peu en broutant, et puis ils compensent aussi en chiant. Ce qui est vraiment important, c'est que le fumier qu'on va récolter dessous, chaque fois qu'ils sont à l'étable, par exemple, on va pouvoir le remettre dans les champs comme source d'azote, de phosphate, et aussi comme source de matière organique. Mais au-delà de ça, il faut pas oublier l'animal qui fait le plus de fumier en Europe. C'est l'homme. Et nous-mêmes, nous avons des poubelles qui sont pleines d'azote et de phosphate, sous forme organique, et nous avons des résidus de toilettes qui sont pleins d'azote et de phosphate. L'urine, c'est 4 grammes par litre d'azote, c'est 0,5 grammes par litre de phosphore.
C'est énorme, ça. Au total, nous pissons, nous, Français, 20 à 30% des besoins de l'agriculture. Voilà un exemple de solution. Et cette solution, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On paye nos impôts pour brûler des ordures ou pour faire fonctionner des stations d'épuration qui dispersent le plus possible l'azote et le phosphate dans l'eau. Flûte, c'est un non-sens. Alors avant qu'on aille tous faire pipi dans les champs, je voudrais quand même revenir sur cette question des prairies que vous avez évoquée, parce que ça c'est un argument qui est très souvent utilisé par la filière de l'élevage bovin en disant mais regardez, il ne faut pas du tout qu'on diminue l'élevage, au contraire, il faut qu'il continue d'exister parce que ces prairies sont en capacité de stocker du carbone. Ce qui est difficile de comprendre dans cette question-là, c'est est-ce qu'elles sont en capacité de stocker autant de gaz à effet de serre que ce qu'émet par ailleurs la filière bovine, qui est une des filières les plus émettrices. Alors, c'est un autre super-héros, l'élevage, qui peut devenir très méchant des fois quand ça se passe mal dans sa vie. Moi, l'élevage dont je vous parle, c'est un élevage qui est extensif. Il faut des prairies. Aujourd'hui, regardons les choses en face. Par rapport à ce que l'OMS recommande en termes de nutrition humaine, nous consommons 4 à 5 fois trop de viande, et nous sommes dans la zone rouge en termes de toxicité pour l'homme. AVC, cancer du tube digestif. Si on consomme moins, alors on pourra se contenter de la fraction de l'élevage qui repose sur de l'élevage extensif réalisé dans des parcelles où on ne peut rien faire d'autre parce qu'elles ne sont pas assez productives. Je suis breton, je pense à des parcelles avec des pelouses aéroalines rases au bord de la mer, ou aux landes des monts d'Arrée. Ou bien aussi, je pense, aux endroits où il y a trop de pentes pour faire de l'agriculture. C'est la montagne. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé d'utiliser des sols d'agriculture pour nourrir le bétail. C'est ce bétail qui est surproduit par rapport à nos besoins de santé. Il faut le nourrir et pour ça, il y a des parcelles qui servent à le nourrir. 71% de la surface agricole de France et d'Europe, en fait, c'est le même chiffre, sert à nourrir du bétail. C'est énorme et d'ailleurs ça nous empêche de passer à des pratiques agroécologiques qui seraient éventuellement moins productives mais meilleures pour la santé des agriculteurs, des consommateurs et l'environnement. C'est vraiment un enjeu important. Maintenant, est-ce que l'élevage à terme sera positif ou négatif pour le climat ? Je m'en fous. Ce que je veux, c'est que nous mangions bien et nous avons besoin d'un peu de viande. Alors, il y a un autre aspect sur les sols dont on parle beaucoup dans les débats publics, c'est la question de l'artificialisation des sols. La France s'est dotée d'un objectif à moyen terme de 0 artificialisation nette. Quel problème ça pose, l'artificialisation des sols ? À quel point c'est un danger pour notre avenir à moyen terme ? L'artificialisation des sols, c'est le fait de les recouvrir par des infrastructures de loisirs, c'est le tiers de l'artificialisation, de transport, c'est un autre tiers, ou d'habitation diffuse, où on a une allée gravillonnée, une terrasse, c'est le dernier tiers. Et ça, c'est en gros 100 terrains de foot par jour en France. C'est énorme, ça fait presque 5 par heure, quoi. C'est complètement découplé de la démographie, et vous recouvrez le sol de bitume, de gravier, de béton, d'habitation, et ça fait que on perd de la surface de production alimentaire. Bon, disons-le, on a perdu 10% de la surface agricole depuis les années 70, ça fait l'équivalent de la surface de la région PACA qui a disparu. Et attention, en qualité, comme les villes grandissent là où elles sont, et elles sont au milieu de plaines fertiles, pensez au bassin parisien, pensez au bassin aquitain, eh bien, elles grandissent sur des sols qui sont les plus fertiles. Nous perdons chaque année l'équivalent de la production nécessaire à nourrir pendant un an une ville comme Le Havre. Il y a aussi le fait que ces sols recouverts ne boivent plus l'eau de pluie. Donc, on augmente les risques d'inondation. Il y a le fait que, comme ces sols ne reçoivent plus l'eau, il n'y a plus d'évaporation. L'eau qui est dans les sols, elle s'évapore, notamment par les plantes. Et ça fait de la fraîcheur. On perd la régulation microclimatique. Oui, mais alors justement, si on voulait inverser la tendance, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que souvent sur, par exemple, des projets autoroutiers, là par exemple, il y a eu des gros débats autour de l'A69 entre Toulouse et Castres. Il y a toujours cet argument de dire, oui, mais on va compenser ce qu'on va prendre sur les sols, on va compenser la biodiversité, celle qui est par exemple dans le sol aussi, et puis on va préserver d'autres endroits ailleurs. Est-ce qu'un sol qu'on artificialise, on peut le récupérer par ailleurs pour valoriser peut-être des sols qui étaient mal entretenus ? Est-ce que cette logique-là, elle vous semble fonctionner ou est-ce qu'au contraire, c'est une vue de l'esprit ? C'est une vue de l'esprit. Et d'ailleurs, les élus qui luttent contre la loi zéro artificialisation nette, qui a été récemment votée, et puis d'ailleurs assez détricotée par le Sénat, il faut bien dire, avec tout un tas d'exceptions. Oui, par exemple, le Grand Paris ne rentre pas dans le zéro artificialisation nette, ça compte pas. C'est dommage, parce que c'est de l'artificialisation. Mais les élus ont bien compris une chose. C'est qu'en fait, on ne peut pas tellement compenser. Donc, zéro artificialisation nette, ça veut dire zéro artificialisation brute largement.
Voilà. Parce que quand vous récupérez votre sol, quand vous, vous retirez le béton, vous découvrez qu'il est pollué par des hydrocarbures ou par des métaux lourds. S'il n'est pas pollué, le temps que vous réamorciez un fonctionnement, vous pouvez mettre des géraniums à petite échelle, mais à très large échelle, le temps que vous restauriez la fertilité, c'est plusieurs décennies de toute façon, avant d'en faire une nouvelle plaine à blé. Ça veut dire qu'un sol qui a été artificialisé ou où il y a eu des usages sur un centre commercial, une industrie, voilà, si on veut le remettre dans le circuit du sol pour qu'il puisse jouer son rôle dans le cycle de l'eau, dans le cycle du carbone, c'est plusieurs etc. décennies au minimum. Si même c'est faisable, parce que s'il y a des pollutions aux métaux lourds, vous voyez... Il faut réaliser une chose, quand vous voyez les voitures qui roulent sur une chaussée où vous avez des giclures sous les roues parce qu'il pleut, ce nuage-là, il est en train de lessiver par en dessous la caisse de la voiture, d'accord ? Et il entraîne des hydrocarbures et des métaux au sol. 1 hectare de bitume routier, c'est 10 litres d'hydrocarbures, et pas les meilleurs, par an, et qui part dans les sols voisins, quoi. Donc, même le voisinage, vous voyez, d'un sol artificialisé, c'est pas une bonne histoire. Et ça fait que donc, il vaut mieux pas artificialiser du tout, voilà. Et puis choisir les zones où, parce que les sols sont déjà pollués, par exemple, ou parce que c'est pas productif du tout, on peut installer des sols sans perdre leur fonction, et notamment leur fonction climatique. Alors justement, pour continuer sur la question climatique, dans la transition climatique, il y a tout un tas de solutions ou de pistes de solutions qui sont envisagées ou qui sont utilisées et qui s'appuient aussi sur de la production des sols, au premier rang desquels on peut penser aux agrocarburants, donc qui viennent de production issue d'huile végétale. Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser des sols, de les mobiliser pour participer à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre ? Alors, vous vous posez une vraie question. Moi, je vois émerger 2 tensions. La tension de la surface et la tension de la matière organique. La première tension, c'est celle de la surface, vous l'avez évoqué. Je peux utiliser ma surface agricole pour me nourrir, pour nourrir du bétail, mais c'est encore de l'alimentation, n'est-ce pas ? Ou alors, je peux l'utiliser pour produire de l'énergie, soit avec du photovoltaïsme, parce que ça existe, et aujourd'hui, il y a même des formules mixtes d'agro-photovoltaïsme, c'est-à-dire qu'on cultive des choses où on fait paître des bestioles entre les panneaux. Pourquoi pas ? Je dirais qu'il faut voir quel sol, quelle est sa productivité. Si c'est un sol pas très productif et qu'il n'y a pas des grandes fonctions écologiques par rapport à ce qu'on attend d'un sol, pourquoi pas ? Puis il y a la question de faire des biocarburants. Alors, la mauvaise façon de faire des biocarburants, c'est d'irriguer et de mettre des engrais minéraux. Or, pour que des biocarburants soient rentables, il faut que ça crache en production de matière organique. Donc souvent, c'est des sols assez humides où on a mis des engrais, souvent sous forme minérale. Vous vous rappelez peut-être que quand il y a de l'eau et du nitrate, ça fait du protoxyde d'azote. C'est pas très bon pour l'effet de serre, puisque c'est un gaz 230 fois plus efficace que le CO2. Donc ça veut dire que c'est pas bon pour l'effet de serre, c'est pas bon pour l'état des sols. Le bilan, c'est qu'on a quand même émis des gaz à effet de serre par ailleurs. Mais je dis pas qu'il faut pas faire des biocarburants. Il faut les faire là où l'usage des sols induits ne va pas émettre trop de gaz à effet de serre. Forcément, en vous écoutant, je me dis, en fait, il y a un levier dans la bataille climatique qui est le sol. Et en fait, pour ça, il faut le nourrir plus de matière organique, le rendre plus vivant, c'est bien ça ? Si on augmente chaque année la teneur de tous les sols de la Terre de 0,4%, ce qui peut se dire 4 pour 1000, on compense les émissions de gaz à effet de serre par l'homme de cette année-là, parce que cette matière organique va mettre du temps à faire du CO2, donc c'est du CO2 piégé, sous forme de matière organique. C'est important parce que ça veut dire que ce levier-là, remettre de matière organique dans les sols, il est vraiment efficace. Alors, entendons-nous, il y a des sols qui stockent mal, les sols sableux par exemple. Et puis on ne peut pas aller en mettre partout. Et puis on n'aura sans doute pas assez de matière organique. Mais ce 4 pour 1000, c'est dire qu'on a là un volet utile, jouable, d'intensité correcte, et surtout, attention, un volet qui permettra à nos enfants de faire ce qu'ils veulent. Parce que quand on aura remis de la matière organique dans les sols en question stockeront mieux l'eau. Ils seront moins érodés. Ils seront plus vivants. Et ils sèmeront ce qu'ils voudront dessus, des fraises, des patates, ce qu'ils veulent. Alors ça, je comprends bien cet enjeu crucial de redonner de la matière vivante au sol, mais en fait, concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire de la matière organique qu'on met dans le sol ? Ça se passe comment ? Alors, il y a les sources de cette matière organique et les gestes. Les sources, c'est bien trier ses ordures et destiner ces ordures via éventuellement un compostage. En 2025, toutes les communautés de communes et toutes les communes doivent offrir des moyens de compostage aux citoyens. Aller composter sans mélanger avec du plastique ou des métaux lourds ou des choses comme ça. Donc déjà, on peut recycler nos ordures. On peut demain penser à évacuer nos déchets de toilettes sous forme plutôt concentrée, type toilette sèche ou toilette peu diluée, les diriger aussi vers les champs.
Et puis il y a tous les résidus de l'élevage. Et puis il y a aussi les intercultures. Il faut penser à ça, mais c'est tout bête. Vous vivez dans une France qui est brune en hiver, parce que les sols sont labourés, rien ne pousse dessus. Vous n'avez qu'à faire pousser des choses que vous broyez au sol. Les racines sont déjà dans le sol, ça sera fait, hein, que vous broyez au sol avant de faire vos semis. Vous pouvez stocker 0,1 à 0,8 tonnes de carbone par hectare et par an avec des intercultures qui en plus protègent de l'érosion et peuvent avoir tout un tas d'autres rôles qu'on ne va pas définir par rapport à la santé des sols. C'est énorme parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nos sols qui sont bruns en hiver, c'est comme si vous avez un appartement à Paris et que vous vous débrouillez pour qu'il ne soit pas loué 4 mois par an. C'est n'importe quoi. Et ce n'importe quoi, on peut le transformer en quelque chose qui a plein de fonctions parce que les intercultures, comme on les appelle, ça a plein d'autres fonctions pour la vie des sols. Bon, bref. Mais admettons qu'on arrive à utiliser tous ces leviers qu'on a pour stocker du carbone dans les sols. En termes d'ordre de grandeur, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire combien de carbone on peut stocker? Qu'est-ce que ça permet de récupérer? Est-ce que ça permet de nous mettre sur une meilleure trajectoire climatique? Alors, c'est compliqué parce qu'une fois de plus, il y a des sols où on ne peut pas stocker de carbone. J'évoquais les sols à moins de 10% d'argile et en particulier les sols sableux type sol des Landes. Là, c'est tellement aéré que tout est respiré. Mais il est clair, alors moi je ne suis pas un spécialiste des modèles, mais ce que j'ai lu montre que la France, elle peut faire 4 pour 1000. Elle peut. Ce ne sera pas le cas de tous les pays, mais nous on peut faire 4 pour 1000. De toute façon, la question n'est pas celle de la solution providentielle, elle est celle du cocktail. Je ne suis pas en train de dire que les sols vont sauver le climat. Je dirais plutôt que le climat ne sera pas sauvé sans les sols. Alors, dans les autres choses bénéfiques dont vous avez parlé, il y a ce changement des pratiques agricoles. Est-ce que ça, vous pouvez nous aider à y voir plus clair? Est-ce que, finalement, dans quelle direction il faut aller? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'agroécologie? Est-ce qu'on parle d'agriculture de conservation des sols, d'agriculture biologique? C'est quoi la différence pour les sols entre ces différentes pratiques par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle? Alors, l'agroécologie, c'est un terme énorme qui, moi je la définis comme ça, c'est une agriculture, une agronomie en fait, qui est basée sur les connaissances écologiques qu'on a à la date où on travaille. Et force est de constater qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là, on ne sait pas ce qu'on fait. Alors, il y a 2 grandes façons de mettre ça en œuvre. La première, c'est le bio, où on réduit les pesticides et où les apports d'azote et de phosphate se font sous forme de matière organique et pas d'engrais minéraux. Alors ça, c'est génial. Le problème, c'est que comme vous n'avez pas d'herbicide, vous êtes obligé de labourer pour désherber. Donc c'est pas très bon pour les sols, mais c'est super bon pour la santé. Mais il faut bien comprendre que le bio n'est pas la solution providentielle, c'est une solution partielle. Il y a des agriculteurs qui ont inventé, parce que ça sort plus des exploitations que des laboratoires de recherche, l'agriculture dite de conservation et la permaculture et tous les dérivés, qui sont des agricultures non labourées. Le problème, c'est qu'à part cas particuliers et petites surfaces, où on peut faire ça manuellement ou par d'autres méthodes, au moment de désherber pour semer la culture suivante, vous êtes obligé de mettre un herbicide. Ces agricultures sont liées aux herbicides, elles sont nées avec les herbicides, où on n'avait plus besoin du geste de labour pour désherber. Et donc aujourd'hui, ces gens-là utilisent le glyphosate. Force est de constater, malgré tout ce qu'on peut dire de mal du glyphosate sur la vie des sols, moi je suis le premier à dire que c'est toxique pour les vers de terre, toxique pour certains champignons, toxique pour beaucoup d'animaux, un sol pas labouré et glyphosaté un tout petit peu pour le désherber avant le semis, il y a 25% de vie en plus qu'un sol labouré, qui sera d'ailleurs éventuellement aussi glyphosaté à une autre étape. Donc, je pense que l'agriculture de conservation, il va falloir à terme sortir du glyphosate, mais pour l'instant, c'est aussi un autre pas dans la bonne direction, puisque ça soutient la vie des sols. Sauf que le glyphosate, c'est pas très très bon. Je rappelle que l'INSERM dit que même pour l'homme, c'est sans doute un cancérigène. Alors, il y a un député qui a récemment proposé de rendre obligatoire un diagnostic des sols au moment de la vente, par exemple, d'une parcelle agricole. Est-ce que ce genre de choses, c'est une bonne idée? Est-ce que globalement, il y a des initiatives politiques de ce type-là qui se multiplient pour protéger la santé des sols? Il y a effectivement M. Ramos, donc un député qui a proposé, et moi je l'ai appuyé avec quelques autres d'une tribune dans le Monde, l'idée de faire des diagnostics à la vente, de façon à ce que les gens soient encouragés à entretenir la qualité de leur sol parce que ça leur permettra à terme de vendre une parcelle au mieux de sa forme et au mieux de son prix. Donc, moi je trouve ça génial. Il y a donc quelques politiques qui font des démarches très intéressantes, mais en fait la société générale n'est pas très orientée autour de ça. Il y a aussi la question que je pense se posent beaucoup de gens de ce qu'ils peuvent faire au niveau individuel. Si par exemple on a un bout de jardin, un peu de terre dans sa maison de campagne ou chez ses grands-parents, qu'est-ce qu'on peut faire à son niveau pour s'assurer que le sol soit vivant et qu'il soit à la fois qu'il participe à jouer pleinement son rôle, aussi bien du côté de l'eau, du carbone, de la biodiversité? Alors déjà, si vous n'avez pas de jardin, assurez-vous que vos ordures biologiques aillent bien triées, en bon ordre, vers les sols. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire.
Le mieux, c'est de pas composter, de mettre directement, mais si vous n'avez pas d'endroit où déposer ça directement, compostez. Ensuite, si vous avez un jardin, évitez les pesticides, désherbez à la main, ou achetez-vous un dispositif pour désherber à l'eau chaude, à l'eau brûlante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui désherbent comme ça. Ensuite, en tant que consommateur, essayez de savoir comment a été produit ce que vous mangez. L'agriculture de conservation des sols, il y a un label qui s'appelle Au cœur des sols. Mais voilà, essayez donc d'acheter des choses, ou voire même d'être dans des circuits courts qui vous permettent d'aller voir comment est produite la nourriture. Certaines AMAP offrent de remonter jusqu'à la production. On n'a pas tous le temps de faire ça. Mais si vous l'avez, prenez-le ce temps. Et puis, d'une façon générale, votez pour des édiles qui ont dans leur programme de désimperméabiliser les surfaces, d'avoir des plans d'occupation des sols, des PLU qui sont sérieux, qui se limitent aux aménagements nécessaires, qui redynamisent les centres-villes. 10% des baux commerciaux de centre-ville sont vacants en France. Et pendant ce temps-là, on construit des magasins en périphérie. Vous voyez, là, vous ne pouvez pas supporter que vos édiles fassent une chose pareille. Donc, ça va aussi dans vos votes et dans quel œil vous regardez ce que fait votre municipalité. Tout ça, c'est des petites solutions, mais vous sentez que, à l'inverse du changement climatique, qui est un problème global, si vous faites bien et que les Indiens font pas bien, ça se passera pas bien. Là, l'entretien des sols, c'est assez local. Et en plus, nos sols, ils sont pas abîmés au point qu'on puisse pas les reconstituer aujourd'hui. C'est pas vrai qu'ils soient morts. Ils sont moribonds, mais ils peuvent très bien reprendre avec des résiliences sur des temps courts. Quand vous passez en agriculture de conservation des sols, c'est 3 à 5 ans avant que vos sols aient retrouvé une dynamique à l'ancienne et plus vertueuse. C'est une solution locale et à court terme. Les sols ne sont pas un problème, c'est une solution. Alors, on a dit beaucoup dans cette conversation qu'il y avait tout un tas de problèmes qui aujourd'hui n'avaient pas nécessairement de solution immédiate ou qui n'avaient pas forcément l'ambition politique en face. Qu'est-ce qui, malgré tout, vous donne de l'espoir qu'il est possible d'aller dans la bonne direction quand on parle des sols ? Moi, j'ai de l'espoir parce que sans espoir, il n'y a pas de vie. Et que moi, je crois à la vie. D'ailleurs, je l'étudie. Donc, l'espoir est une obligation morale absolue. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des raisons de le pratiquer? Oui et non. Oui, parce qu'on voit des tas de gens qui réalisent des politiques. Je parlais d'un député et d'une sénatrice qui ont une initiative d'eux-mêmes. Donc il y a des prises de conscience dans la société. Je vois ça aussi chez les agriculteurs qui spontanément basculent à des modes de gestion différents. Il y a une prise de conscience. Après, c'est vrai que son rythme n'est pas assez rapide, mais cette prise de conscience, si on transforme tous l'essai, ça peut être la raison d'espérer que pour le sol qui est vraiment entre nos mains et où la solution est locale, on puisse faire mieux demain. Alors avant de vous laisser repartir explorer l'infiniment grand et l'infiniment petit du sol, je dois quand même vous demander comment vous, à un niveau plus personnel, vous vivez ces questions-là de transition. On a évidemment beaucoup parlé d'agriculture et d'alimentation dans cette conversation. Est-ce que vous avez changé vos pratiques personnelles sur cette question ? Aujourd'hui, il faut bien dire que les produits qui sont disponibles sont surtout les produits bio, et ça, la prise de conscience que le bio résolvait une partie des problèmes, notamment de qualité de l'alimentation. On parlait du cadmium tout à l'heure. Quand vous mangez bio, vous mangez la moitié moins de cadmium que quand vous mangez conventionnel. C'est bien démontré sur les céréales en particulier. Et donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a une solution pour la santé, et ça, je l'avais identifié depuis longtemps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver, commercialiser couramment les produits des agricultures dites de conservation qui sont meilleurs pour les sols. Pour moi, si vous voulez, j'ai encore du mal à trouver une alimentation au quotidien, sur les marchés parisiens par exemple, qui soit complètement satisfaisante en termes de qualité des sols. Donc, vous voyez, j'agite le doigt sentencieusement en donnant des leçons de morale, mais c'est parfois difficile à mettre en œuvre. Aujourd'hui, c'est pas très très largement distribué, les produits qui permettent de protéger les sols. Et dans d'autres domaines qui sont liés au climat, par exemple sur la question des transports, est-ce que vous, il y a des choix que vous avez faits ? Je sais que vous circulez à vélo. Est-ce que, par exemple, vous prenez encore l'avion ? Question terrible. Oui, je prends l'avion. Parce que quand je dois donner une conférence à Toulouse le matin et une autre à Strasbourg le soir, j'ai pas le choix. Tu pourrais faire des visios. Oui, mais c'est pas la même chose en termes d'impact. Et de toute façon, quand vous dites non, je viens pas, mais je fais une visio, les gens vous disent ah oui, c'est vrai, c'est bon pour le climat. Puis en fait, ils vous rappellent pas. Donc le problème, c'est que moi, mon métier est devenu aujourd'hui de disséminer la bonne parole et j'ai beaucoup de mal à pas voler. Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis donné un moratoire jusqu'en 27 en me disant pour l'instant, si je dois prendre l'avion pour disperser des idées, j'y vais. Mais je le vis de plus en plus mal. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un jour où je ne volerai plus. Est-ce que il y a un livre, un film ou une bande dessinée qui vous a particulièrement inspiré sur ces sujets ou que vous aimeriez partager avec les auditrices et les auditeurs du podcast ?
paysans du ciel à la terre. Alors ça, c'est un vidéaste qui fait de l'ULM, qui prend conscience que les sols des Hauts-de-France sont assez bizarres, il voit l'érosion, il voit les fameuses coulées de boue liées à des sols insuffisamment riches en matière organique. Il atterrit et il va voir des agriculteurs pour savoir qu'est-ce qui se passe, et puis on le met sur la voie des gens qui solutionnent ça et qui ont des sols qui sont à la fois productifs, tout à fait normalement productifs, mais qui ne s'érodent plus et qui n'ont plus de problème d'entrer dans les parcelles parce que les sols sont stables mécaniquement et même après la pluie, on peut rentrer avec un tracteur dedans. Et il décrit l'agriculture de conservation et puis ce problème du glyphosate qui est analysé, c'est lui aussi dans une perspective de santé publique et de travaux d'élus. C'est un petit bijou paysan du ciel à la terre qui fait son chemin de bouche à oreille, documentaire d'1h24. Un dernier point peut-être, est-ce que sur toutes ces questions-là, il y a quelque chose, vous, qui vous énerve particulièrement, qui vous met hors de vous, une pratique, une expression, une formule, où vous vous dites ça c'est plus possible, ça devrait plus exister? Avec toutes ces idées à la con, on va pas arriver à nourrir l'humanité. Alors ça, je vais vous dire, quand vous entendez quelqu'un qui vous dit oui, avec l'agroécologie, avec l'agriculture non labourée, avec le bio, on va pas nourrir l'humanité, c'est con. Déjà, on jette un tiers de notre bouffe. Deuxièmement, 71% de notre surface sert à nourrir des bestiaux, on peut récupérer de la place, d'accord? Et ensuite, avec un petit peu de progrès technique et de sélection variétale, on peut récupérer les pertes éventuelles de productivité. Et on ne nourrira pas l'humanité en érodant les sols et en mettant du cadmium dans la bouffe. Donc, moi, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est les gens qui disent « Ah, on va pas arriver à nourrir l'humanité ». On a des modèles qui montrent le contraire, et puis on se retrousse les manches. Et on défend pas le progrès en se bornant à défendre le progrès d'hier contre le progrès de demain. Merci Marc-André Sellos. Merci. Je retiens beaucoup de choses de cet entretien avec Marc-André Sellos, mais si je suis tout à fait honnête, je dois d'abord dire que ça m'a fait me rendre compte que le sol, je n'y connaissais pas grand-chose. Et sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, je crois que je ne suis pas le seul et qu'on bénéficierait tous d'une remise à niveau pour aller voir ce qui s'y cache. Le premier élément qui me reste en tête, c'est que ce qu'on peut faire au niveau collectif, c'est du compost. J'ai longtemps pensé que c'était un sujet un peu anecdotique ou bien réservé aux experts du potager. Mais je comprends de cette conversation que c'est en fait un enjeu crucial, aussi bien au niveau individuel que collectif. On peut composter chez soi, mais on peut aussi faire composter les écoles, les hôpitaux, les cantines d'entreprise, les municipalités. Et en fait, ça a des avantages à tous les étages. On évite des émissions, notamment des émissions de méthane, on redonne de la vie au sol et on stocke du carbone. Là aussi, un peu de pédagogie et de mobilisation collective, ça pourrait bien aider pour généraliser cette pratique. La deuxième brique qui me reste, c'est cette question de l'artificialisation des sols. Ce que dit Marc-André Sellos, c'est que non seulement nos sols se dégradent, mais qu'en plus, on les utilise mal. Cette idée renvoie à de nombreux autres épisodes de ce podcast où on a abordé cette question d'une manière ou d'une autre, quand on a parlé de l'eau et de ses usages, quand on a parlé de l'agriculture ou de l'industrie. Et c'est vrai que Marc-André Sellos est assez convaincant quand il dit qu'il faut éviter de bétonner et que tout ça, c'est urgent. Mais moi, je comprends aussi que c'est très difficile et que pour certains élus locaux, par exemple, c'est pas facile du tout d'arrêter de se développer sur son territoire. Au fond, ça pose la question de ce qu'on veut vraiment faire de l'espace dans lequel on habite, qu'on soit en ville ou à la campagne d'ailleurs. Quelles sont nos priorités? Qu'est-ce qu'on doit arrêter de construire? Comment on le décide? Aucune de ces questions n'est simple, mais elles me paraissent essentielles. D'ailleurs, le troisième élément que je retiens dans cette affaire, c'est une autre contradiction. C'est la question de ce qu'on appelle la biomasse. Ça veut dire toutes les ressources organiques issues de la forêt, de l'agriculture, des déchets. Et cette biomasse, on en veut pour produire de l'énergie, pour faire des carburants ou du gaz, et en plus, il faut qu'elle revienne dans le sol pour le nourrir et lui permettre de se régénérer. Là aussi, il y a un risque de contradiction dans la transition. Est-ce qu'il vaut mieux des cultures qu'on met dans des méthaniseurs pour produire du gaz ou utiliser ces mêmes cultures pour nourrir le sol? Est-ce qu'il faut mettre des panneaux solaires sur des terres agricoles, ce qui risque de les empêcher de se régénérer correctement? Il n'y a pas forcément de réponse unique à ces questions, il faut sans doute accepter la complexité et des réponses pas toujours satisfaisantes. Ça me fait penser à ce que disait le sociologue Laurent Cordonnier, avec qui j'avais discuté dans un épisode autour de comment parler du climat sans s'affronter. Et il disait cette phrase qui m'est restée dans la tête et qui, je crois, s'applique assez bien à la conversation qu'on vient d'avoir avec Marc-André Sellos. Décidément, dans toute cette histoire, il n'y a pas de solution parfaite. Sur ce sujet-là comme sur d'autres, je suis preneur de vos avis et de vos idées, comme toujours à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr.
Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. Cet épisode compostable a été fabriqué grâce à l'énergie très renouvelable de Cécile Cazenave et d'Amandine Robillard. Merci à elle. La musique originale est toujours celle d'Amandine Robillard. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné envie de répandre de la matière organique sur votre sol en chantant ou de vous former à la chimie joyeusement. Moi, je regarde mon compost avec un autre regard depuis. Vous pouvez toujours m'envoyer vos critiques, vos avis et une fatée aux pois chiches et au yaourt à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Cet épisode est presque le dernier de cette saison 4 de Chaleur Humaine, mais ce n'est pas encore tout à fait la fin. La semaine prochaine, nous allons tester quelque chose d'un peu différent. Il n'y aura pas d'invité, mais un épisode dans lequel je vais tenter de répondre à certaines des questions que vous avez bien voulu m'envoyer, avec l'aide de Cécile Cazenave, productrice de cette saison de Chaleur Humaine. Et puis en janvier, il y aura 4 épisodes un peu particuliers qui reprendront les entretiens avec 4 responsables politiques lors d'un événement enregistré en novembre à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Il y a toujours aussi un livre Chaleur Humaine que vous pouvez trouver en librairie et une infolettre Chaleur Humaine qui est gratuite et arrive dans votre boîte aux lettres numérique tous les mardis. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager à vos amis et en débattre et également venir mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Vous êtes encore là, promis cette semaine je ne vais pas chanter, c'est un peu dommage. J'avais commencé à imaginer un remake de Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas, avec Compostons dans la joie, les vers de terre sont encore là, mais je crois que finalement ça marche pas très bien. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque là. À bientôt.